Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, connectez-vous, mes chers amis. On va faire un petit live tranquille, comme d'habitude. Hier, j'ai fait un live pareil à la même heure. Le peuple camerounais est une victime consentante. Ce peuple mérite sa souffrance. Donc, bonsoir, 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 mes amis de TikTok, mes amis de Facebook. Merci à vous. Bienvenue. Okita Wongolokati. Et tu fais quoi à 23h13 connecté, toi? Donc, je suis là tranquille, mes vacances se passent bien. Je ne veux pas entendre parler boulot, tellement c'est bon, c'est sucré les vacances. Alors, bonsoir, 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 bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette vidéo vous apportera un plus, vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Ngumbe Sombe, notable que je suis, porteur propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Alors mes chers amis, on va discuter tranquillement comme d'habitude. On va parler ce soir encore une fois du Cameroun et de ce qui arrive dans notre pays. Vous savez, le cas du Cameroun est un cas particulier, c'est une curiosité planétaire. Et personne n'est bien placé pour sauver l'autre au final. Donc les Camerounais s'empoisonnent mutuellement, les Camerounais se détruisent mutuellement, les populations les plus pauvres de notre pays se détruisent elles-mêmes. On va commenter une vidéo que j'ai partagée sur ma page et qui est une vidéo réalisée sur place au Cameroun, mais avec le commentaire de l'un de mes camarades de lutte, Ahmed A, qui est du Grand Nord, qui a commenté la vidéo en expliquant, c'est-à-dire que vous voyez, quand vous regardez la vidéo, le directeur de la, je crois c'est de la Semerie, hein, à Yagua, société là, où le riz et tout, à Yagua et tout, est un baron, n'est-ce pas, du RDPC. Il fait partie des gens qui ont pris en otage le RDPC dans la région du Grand Nord. Et à l'intérieur de son château qu'il a là-bas, il a organisé quatre bureaux de vote à l'intérieur. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Il a organisé son bureau de vote à l'intérieur de sa maison. Les gens viennent voter. Et il fut une époque, c'était comme ça. Et ça existe encore aujourd'hui. C'est-à-dire que le Lamido, le grand Lamido, n'est-ce pas, faisait pareil. Lamido de Rebouba faisait pareil. Il est assis et il y a l'urne devant lui. Les gens viennent voter. Si tu fais l'erreur, quand tu sors de là, on te demande que bon, montre les cartes de ceux-là que tu n'as pas voté. On voit à l'intérieur un truc du RDPC, tu es chassé du village. Ta vie s'arrête là. Parce que lui, il décide pour tout le monde. Il n'est même pas possible que quelqu'un arrive dans cet espace-là, débarque comme ça, chez lui qui est une maison du RDPC bis. Bon, hier, je n'étais pas bloqué. Je voulais te laisser souffrir dans mon live, d'écouter. Par contre, aujourd'hui, ça ne sera pas possible. Il s'appelle Sposo. Voilà, bloqué.
Je ne prends pas de racaille dans mon direct. Ma vie est très belle en France. Tu dis, venez dire ça ici. Et tu es dans la merde le matin, tu n'arrives pas à manger, c'est toi qui prends ton bain sikin, tu n'es pas sûr de là où tu pars. C'est toi qui tombes, tu te blesses, il faut que toute la famille cotise, que tu fasses de la mendicité partout pour te soigner. Ce n'est pas mon cas, je ne vis pas la misère du Cameroun. Donc ma vie est très belle ici. Et dans vos propres phrases, vous vous trahissez. Donc, quand quelqu'un te dit que viens faire ça ici, autrement dit, viens faire ça ici, Paul Biya va te montrer. Autrement dit, viens faire ça ici, les civils du régime vont te tuer, ils vont te killamou, ils vont te mettre en prison, quelque chose comme ça. Et vous voyez, les gens qui disent que le pays est beau, mais en même temps, quand ils apprennent qu'il y a des Camerounais aux États-Unis qui ont été rapatriés ou en France, qui ont été rapatriés au Cameroun, ils disent que c'est bien fait ça, c'est bien fait, vous allez venir nous trouver ici, là on va manger la souffrance là ensemble. Dans vos propres paroles, dans vos propres phrases, on détecte très vite que vous êtes vous-même conscients, les premiers, que vous êtes dans un pays où il y a beaucoup de misère, il y a beaucoup de souffrance. Et quand vous dites bienvenue au retour au bercail, bienvenue, indirectement vous voulez dire, venez, c'est bien comme vous êtes venu nous trouver dans cette souffrance. Voilà ce que ça veut dire, tout simplement. Vous savez que votre quotidien, vous vivez de la merde au quotidien, vous savez que votre quotidien est un enfer. Dans une ville comme Douala, il y a des millions de gens qui n'ont pas de quoi manger. Il dit bien de quoi manger, ils ne mangent pas convenablement. Ils ne savent pas c'est quoi avoir un repas normal, avoir son petit déjeuner, avoir un repas normal et avoir un petit repas le soir. Ils ne savent pas c'est quoi. Par exemple, c'est quoi un loisir? Il y a des enfants qui grandissent sans savoir c'est quoi aller en vacances. On dit vacances, bah, c'est la souffrance. C'est le prolongement de la souffrance, quoi. Il y a des enfants, il y a des maisons à Douala, un peu partout au Cameroun, il n'y a pas plus d'un repas par jour. Et même quand ils mangent quoi? Ils ne savent pas c'est quoi un dessert. Vous laissez votre misère, vous vous moquez des gens qui ont déjà tout ce que vous rêvez avoir. Je peux vivre ici 20 ans, je ne mets plus jamais pied au Cameroun. Ça ne me sert à rien du tout. Si ce que je revendique là, mon passeport camerounais, je dis remettez-le-moi depuis 3 ans. C'est une question de dignité. Le Cameroun, c'est mon pays. Je suis né, j'ai grandi là-bas, mais ma vie n'est plus là-bas. Le monde est vaste. Hein? Vous avez souvent de ces comportements. Vous donnez l'impression aux gens que si quelqu'un ne met pas pied au Cameroun, sa vie s'arrête. Ça fait 15 ans, 14 ans, je suis reparti au Cameroun une seule fois en 14 ans. Ma vie est plutôt belle. Et elle est bien rangée. Je suis en train de construire ma vie ici. Je suis en train de tout bâtir en France. Donc, je n'ai pas fait le Beaux-Arts. Je partais du Cameroun à l'époque parce que je rêvais d'Europe. Je rêvais, j'ai pris des risques. Je suis arrivé ici. Salut mon frère Ousmane. J'ai pris des risques. Je suis arrivé ici pour me construire une vie ici. Si le Cameroun m'intéressait tant que ça, je serais resté là-bas. Non, ça ne m'intéresse pas. Je suis venu construire ma vie en France. Donc, pourquoi veux-tu que je laisse mon confort que j'ai ici pour aller dire ça au Cameroun? Qu'est-ce que ça m'apporte, moi? Voilà comment vous avez des tarés qui viennent dans les directs. Il y a un autre aussi que je dois bloquer. Voilà, où c'est? Hey, quoi, là. Il faut savoir que dans mes directs, on ne vient pas dire des bêtises. Je préfère avoir 2 personnes, tranquille, je fais mon live comme je veux. Bonsoir Marlise Tuissé. Non. Dans mes directs, pour ceux qui sont beaucoup plus sur Facebook, hein, si vous ne le saviez pas, je suis peut-être un peu tolérant sur TikTok parce que je me dis, les gens ne savent pas comment je fonctionne. Je préfère avoir 2 personnes en ligne, je fais un live tranquille, je transmets ce que j'ai à transmettre. Oui, quelqu'un dit, tu es un parvenu. Qui es-tu pour venir dans mon live me dire arrête, tu es un parvenu? Bon, parvenu veut quand même dire que j'ai franchi des étapes. Remarquez très bien qu'on ne dit jamais parvenu à quelqu'un qui est 0. Quand quelqu'un te dit que non, tu es un parvenu, en fait, ça veut dire que tu es à un endroit où en réalité tu n'espérais pas être. Quand quelqu'un te traite de parvenu, ça veut dire que tu es arrivé là où lui n'est pas arrivé. Tu es allé peut-être plus loin qu'il ne le pensait.
C'est pour ça qu'ils t'appellent parvenu, comme quelqu'un qui devient riche subitement, ou quelqu'un qui devient très célèbre subitement, ou quelqu'un qui devient, voilà, qui est à l'abri du besoin comme ça tout d'un coup. Ça dérange beaucoup de gens. Ah, c'est un parvenu. Dès que tu n'es plus d'accord avec lui, tu le traites de parvenu justement parce qu'il a accompli ce que tu n'as pas pu accomplir. Je me suis battu pour être là où je suis et je me bats encore tous les jours. Donc, ton Cameroun, monsieur, tu veux le garder pour toi. Qui t'a dit qu'il y a des Camerounais? Je connais des Camerounais ici. Ça fait 30 ans qu'ils n'ont plus jamais remis pied au Cameroun. 30 ans. Ils ont leur vie ici tranquille. Quand tu lui parles même du Cameroun, c'est comme si ce pays-là n'existait même pas. Salut, brave combattant, Kameko dit à la paix. Donc, vous vous comportez avec le Cameroun comme si le Cameroun était votre propriété privée. Quand vous dites, venez faire ça ici, on va vous montrer, ça veut dire ce que ça dit. Ça dit bien ce que ça dit. Ça dit bien ce que ça veut dire. C'est aussi simple que cela. Donc, venez ici, on va vous montrer. Venez ici, on va vous traiter. Venez ici. Bah, qui t'a dit que les gens n'ont pas que ça à foutre? C'est la poussière de Colmessen qui intéresse les gens au Cameroun. Quand les gens y vont là, je vous ai dit que même quand nous on se bat, c'est une question d'amour, c'est une question de patriotisme, c'est une question de dignité. En réalité, le Cameroun n'intéresse personne. Presque personne. Ça n'intéresse pas les gens tant que ça. Il y a des gens, je vous ai dit, ils sont ici, ça fait 30 ans, ils ne sont plus jamais repartis. Et ça ne leur manque même pas un seul instant. Donc arrêtez un peu de vous prendre pour des je ne sais quoi. Demain matin, là, tombe ben sikin accident, toute la famille va être obligée de se cotiser. Tu arrives à l'entrée de l'hôpital, on te jette là, jusqu'à ce que tu payes la caution avant qu'on t'intègre. Ici, on te soigne. On se bat pour avoir le même système là-bas, pour permettre aux Camerounais de connaître le minimum de ce qu'on appelle la dignité. Vivre dans les conditions dignes, on se bat pour ça. Et vous avez des Camerounais, des feignants, des tarés qui n'ont rien à manger. Des gens qui se lèvent, ils ne savent même pas encore. Nous, ici, on ne réfléchit pas aux choses comme ça, ce qu'on va manger. On réfléchit sur le goût, en fait. Les gens ne mangent pas ici pour se rassasier, pour gonfler le ventre. Comme on mange beaucoup, on te dit que bois beaucoup d'eau pour accompagner le manioc là. Hein. Bois beaucoup d'eau, tu pousses pour accompagner le manioc. On boit beaucoup d'eau, on a l'impression qu'on est rassasié. On va se coucher à 2 h du matin, le sommeil se coupe parce qu'on a trop faim. Voilà les réalités du Cameroun. Des étudiants malades. Des étudiants misérables. Dans tous les pays, on savait que quand il y a soulèvement estudiantin, tout le pays est en branle. Dans tous les pays du monde, on savait que pour qu'il y ait soulèvement, il faut un préalable, c'est-à-dire qu'il faut que le soulèvement se fasse à partir des bancs de l'université. Quand tu allais dans les amphithéâtres et autres, tu voyais des gens très très politisés. Tu voyais des gens politisés, des gens qui étaient cultivés, des gens qui s'informaient au quotidien. Des gens qui avaient un certain niveau de culture qui leur permettait de comprendre les réalités du pays. Et donc, quand il y avait le moindre pépin, on encerclait d'abord les universités camerounaises. Parce qu'on se disait, attention. Et les universités camerounaises, à l'époque, les étudiants camerounais étaient majeurs partout. Dans des compétitions africaines, dans des concours africains, les gars étaient... Mais aujourd'hui, demandez-vous pourquoi quand on dit manifestation du RDPC, comme la dernière fois, manifestation de je ne sais quoi, on part recruter dans nos universités des jeunes qui viennent prendre 2 000. On donne 2 000 aux étudiants. Une chose comme ça n'était pas imaginable dans les années 90. Quand Biya venait de prendre le pouvoir et qui profitait encore d'une certaine stabilité de ce qui avait été créé à l'époque d'Aïdjo. En quelques années seulement, il a tout bousillé. Il a commencé à détruire les universités camerounaises. Rappelez-vous très bien, les premières promotions de ces gens-là, à l'époque, quand on parle du Parlement, à l'époque, le général Wanto que vous voyez avec nous comme ça, le Franklin Nyamsi, il était arrivé, mais il était encore plus petit à l'époque, tout jeune. Il entrait à l'université à peine, donc parmi ces militants-là, il était tout jeune, selon ce que lui-même il explique. Les Benjamin Gachoko, les Fadimatou, il y a les Néné Fadimatou, il y a une génération là, tout ça est noté dans les livres.
Il y a une génération, là, des gens qu'on appelait, il y avait un certain, je crois, beaucoup d'autres intellectuels comme ça. Il y avait des combattants comme les Nouk Bassom, qui n'étaient pas forcément je crois pas du Parlement forcément, mais c'était des gens qui menaient des luttes. Aujourd'hui, on voit la honte monumentale. L'université qui doit être le fer de lance, l'université qui est le temple du savoir. L'université, c'est là où on recrute les gens qui deviennent demain les dirigeants du pays. Tu ne pouvais pas imaginer dans ces années 90, jusqu'à dans les années 80, 90 encore, jusqu'à dans les années 2000 encore, il y avait quand même une génération qui était courageuse, une génération qui s'informait. Les gars lisaient la presse, les gens participaient aux réunions politiques, les gens se cultivaient. Et c'est dans les universités qu'il y avait des clubs, journal, club ceci, voilà les Symphotoncam, voilà les noms qui viennent. C'est dans ces espaces-là que les gens se politisaient. C'était le lieu d'initiation à la politique. C'était dans ces espaces-là qu'il y avait des grands débats, des débats tous les week-ends et tous les jours, où les gens se battaient. Il y avait des débats d'idées, des échanges, il y avait plein de trucs, de l'entraide et tout. Les gars se retrouvaient dans des espaces pour réfléchir. Comment sera le Cameroun dans quelques années? Salut Samuel Bakayoko, le nouveau-né. Hein? C'est sur les bancs de l'université qu'on voyait déjà des talents se déployer, se distinguer progressivement. Quand on voyait en Général Wanto, on regardait, toutes ces générations se disaient, ces gars, ils ont quelque chose. Sur le plan de la presse, vous avez des gens qui Tchunke Severin, là, que vous voyez aujourd'hui, qui a Equinox, hein, il y avait... comment on appelle le Pusinjawe avec le messager, il y avait le Challenge Hebdo, nouvelle expression et tout ça, avec, comment on appelle encore, Benjamin Zebazé et tout ça. Vous voyez, il y avait des gens qui commençaient, des gens qui prenaient très au sérieux le travail, c'était des gens qui étaient passionnés. On était dans un environnement, dans les universités camerounaises, c'était l'excellence, la culture de l'excellence. Donc, ces gars-là étant très politisés, ayant un certain niveau d'instruction et tout, on ne pouvait pas facilement comme ça venir dans ces universités convaincre les gens. Bonjour, bonjour, Omba Bissogo. On ne pouvait pas venir convaincre les gens comme ça dans une université de l'époque, là, en donnant 2000 francs aux gens. Les étudiants déjà ne manquaient de rien. Biya a tué ce système pour faire exprès. En fait, il a clochardisé les étudiants. Les bourses, il a retiré. Ou du moins, les bourses existent toujours. Mais c'est entre eux, c'est dans des cercles maintenant restreints. On choisit des gens qu'on envoie, à qui on donne des bourses et tout ça, c'est dans le cercle. Les enfants des pauvres n'ont plus place. L'université coûte toujours aussi cher. Les gens ne mangent plus dans des cantines universitaires comme à l'époque, c'était avec 100 francs, tu avais un plat consistant. Nous, on était à l'université, on n'a même jamais su ce que c'est. Tu demandais même, on dit aux gens qu'on mange où ici, tu ne sais même pas de quel côté ça se passe. Parfois, tu arrives, il y a une queue monstre, une queue monstre. 500 personnes ou 400 personnes, des universités sans toilettes. Tout ça a été fait exprès pour clochardiser tous ces gens. Résultat, on a baissé le niveau d'enseignement. Donc, l'enseignement n'est plus de qualité dans les universités aujourd'hui. Les universités camerounaises. Raison pour laquelle, quand on fait 100 universités en Afrique, il n'y a pas une seule du Cameroun. Il n'y a pas une seule. Or, la première université d'Afrique centrale en matière, dans le droit, c'était l'université de Yaoundé, Yaoundé 1. L'université scientifique, à Tchang, il y avait des gens qui partaient un peu de partout pour venir étudier là-bas. C'était encore des références à l'époque. Biya a mis ce système en place pour clochardiser. Et en tuant l'université, en prenant des gens du Tchoko derrière, les promotions canapé, qu'on a fait monter enseignants, enseignants-chercheurs, professeurs titulaires, à qui on a remis des grades, on a pris des gars comme les fameux Ndongo et autres, qui n'ont jamais fait leur preuve ailleurs. C'est des gens qu'on a envoyés parce que les frères du village, on a étudié en Europe, on est rentré très vite prendre les postes au Cameroun. Ils n'ont fait leur preuve nulle part. On a donc pris les personnes les plus compétentes, on a clochardisé, soit on a poussé ces gens-là à la retraite anticipée, soit on a même chassé d'autres enseignants. Les enseignants les plus compétents sont partis. Ils sont allés faire valoir, n'est-ce pas, leurs compétences dans d'autres pays.
Et entre-temps, ils ont fait quoi? Ils ont baissé le niveau. Ils ont baissé, ils ont baissé, ils ont baissé. Résultat, ça donne aujourd'hui des étudiants naïfs, des étudiants sous-informés, incultes, nuls en orthographe, nuls en grammaire, nuls en compréhension, nuls en jeunesse. Ça dit que nuls en tout. On a quand même eu la chance à l'époque d'être de la dernière génération là qui était encore un peu concentrée à l'école. Il y a des gens aujourd'hui, ils me disent qu'ils ont un master, qui se placent devant moi. Mais je me demande, mais ils ont fait comment pour avoir un master? Tellement leur argumentaire est léger. Ils ne savent même pas construire même un argumentaire, même sérieux. Ils ne sont même pas capables de le faire. Moi, quand je vais les détruire, ça avec la main gauche, ça ne me prend pas du temps. Ça veut dire qu'ils construisent des trucs. Ils t'écrivent de ces choses. Quand je regarde, je dis, mais celui-ci a fait comment pour avoir un master quand tu sais le sérieux qu'il y a, le niveau de culture intellectuelle, le niveau de culture littéraire, culture générale, tout ça qu'il faut avoir comme bagage pour avoir un master au Cameroun quand il y avait la vraie école. Tout ça est fait exprès. Tous ces gars-là, on les a poussés à l'exil. Beaucoup ont été chassés. Même l'un des derniers encore, je crois à l'époque, qui était encore Yves Mintogué, qui était un historien camerounais, un jeune, hein, je crois qu'à l'époque, il avait également eu des problèmes, mais ça, c'est les dernières générations, ça. Il est allé étudier, je crois, en Égypte, quelque chose comme ça. Il avait fui le Cameroun. Il s'est retrouvé, il était ici, on était ici à Paris ensemble. Il y a quand même, je pense qu'il est docteur. Il est docteur maintenant, Yves Mintogué. Il doit enseigner, quelque chose comme ça. Vous voyez, des gens incompétents, comme vous voyez un certain Cho Walter. Hein? Un certain Cho Walter là qui dit qu'il veut être enseignant dans les universités du Cameroun. Quand je regarde, oh, je dis, mon Dieu, l'école est devenue quoi au Cameroun? C'est pour ça. C'est par l'éducation qu'on a tué tous ces systèmes. C'est par l'éducation. Ils ont mis les enseignants les moins performants. Et c'était fait exprès pour tuer l'université camerounaise. Maintenant, notre devoir, c'est de refaire tout ce travail. Quand vous regardez un enseignant comme enseignant d'université, il y a un du RDPC là. Il est très très régulier sur les plateaux télé. Je crois qu'il doit être à l'université de Douala, quelque chose comme ça. C'est un écan. Il a un nom là. C'est terrible. C'est terrible ce monsieur. Il est beaucoup sur les plateaux, il défend le RDPC comme ça. Quand tu vois ces gars, tu te dis, waouh, il a fait comment pour être enseignant à l'université? Si ce n'est pas le système en place, si ce n'est pas le régime de Paul Biya qui avance les gens comme ça, qui fait la promotion de ce genre d'enseignants. Dans quel pays sérieux? Voilà, Meka, il s'appelle Meka, merci. Aldika, Meka. Tu te demandes comment ces gars font pour être enseignants d'université. Le système a fait exprès et le résultat est là. On a le bas peuple qui n'a pas été à l'école. Mettez les likes, les cœurs, tapotez s'il vous plaît. Les likes, les cœurs, tapotez, les likes, les cœurs. Partagez pour ceux qui sont sur Facebook et autres. Essayez de mettre le maximum de likes et de cœurs s'il vous plaît. Vous voyez? Donc, on a baissé le niveau. Il faut tuer l'enseignement. Il faut qu'il a le corps médical, il faut baisser le niveau. C'est-à-dire qu'on ne prend pas les personnes les plus compétentes. Si on ne prend pas les personnes les plus compétentes, évidemment, les gens ne seront pas soignés dans les meilleures conditions. Voilà ce que ça donne. On a mis en avant les sectes, le magico-anal. Ça donne ce que ça donne. Il suffit que tu ailles te baisser, tu donnes ton derrière, on te donne un bon poste devant. Et tu pars maintenant devant les personnes les plus intelligentes, les plus compétentes. Tu te vantes devant eux parce que tu es devenu leur chef. Maintenant, c'est toi qui donnes les ordres. Mais tu n'es pas compétent. Tu es toi-même conscient que tu n'es pas compétent. Et donc, quand on nomme un incompétent à un poste clé, il fait quoi? Il prend d'autres incompétents comme lui. Il ne peut pas prendre les personnes les plus compétentes parce qu'il sait que ces personnes vont l'écarter. Il prend d'autres totaux comme lui et le système continue. Si on te dit comment les gens font pour passer de docteur, d'enseignant
comment on appelle, de chargé de TD pour être enseignant titulaire et tous ces trucs pour devenir professeur dans les universités au Cameroun. Mais ça fait pitié, c'est à pleurer. C'est à pleurer. Donc, une fois qu'ils ont fait ça, sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, sur le plan même de la morale, on a fait la promotion permanente, quotidienne, des gens qui n'ont pas de valeur. Les chansons déviantes, promotion du bikouti porno, promotion de, je sais pas, des blogueurs et tout le reste là qui sont dans des histoires, qui sont dans le Congo ça, qui sont dans des choses de ce genre. Une fois qu'ils ont fait ce travail, qu'est-ce qu'ils font par la suite? On fait la promotion des sectes, comme je disais tout à l'heure, les sectes du magico-anal. On corrompt les gens. Ça donne maintenant, on met en avant également un autre système, là on fait, comment on appelle ça, le système d'élite. Le RDPC n'a qu'un seul objectif, gagner. Gagner, gagner et gagner encore. Donc le RDPC s'est dit, ok, bon, moi j'ai besoin de la victoire. Donc je vais rester le plus longtemps possible à mon poste. Pour rester le plus longtemps possible, mourir au pouvoir, c'est mon rêve. Qu'est-ce que je fais? Je crée le système d'élite. Et pour le coup, ce n'est pas Biya qui le crée. Le système d'élite là existe depuis l'époque d'Aïdjo. On bloque les Camerounais les plus compétents à l'étranger avec le système de double nationalité qui est interdite. Alors que eux du système, ils ont des doubles nationalités. Ils ont même la triple nationalité, quadruple nationalité et tout le reste. C'est depuis 1968 qu'il y a ce problème-là de double nationalité. Ce problème-là se pose depuis 1968. Et bien, a maintenu ça jusqu'aujourd'hui. Vous comprenez? Voilà comment ça fonctionne. On prend des élites, on vous met en compétition. Tu sors de Garoua Boulaye, tu as fait des très bonnes études, tu es docteur, professeur, tout ce que tu veux, tu es un mec compétent. On te prend, on te met à un poste important à Yaoundé. Et on sait que pour que tu te maintiennes, tu ne vas pas te maintenir simplement par le fait que tu sois quelqu'un de compétent. Non, 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 non. Tu es obligé, Washington Cavalli, salut Jimmy Solange. Tu es obligé de travailler maintenant pour le compte du RDPC. Et tu vas à l'intérieur maintenant de ton bureau politique ou quoi, là où on te donne le poste. On prend quelqu'un au quartier qui est du même village que toi et qui n'a même pas fait les études comme toi. On te met maintenant chef. Ça veut dire que c'est lui qui te commande. Or, il n'a pas été à l'école. C'est comme ça qu'on coince vos têtes avec le système de Biya. Vous sortez du même village. Au village, tout le monde te respecte parce qu'on dit, ah, c'est toi l'intellectuel du village. Donc, à Yaoundé, tu es censé être l'élite là qui va tout contrôler. Non, à Yaoundé, Biya fait exprès maintenant de nommer quelqu'un qui est du même village que toi, parfois ton voisin, mais qui n'a pas été à l'école. Il devient ton chef à Yaoundé. C'est comme ça qu'on vous met en compétition. Voilà comment ces gens-là font pour se maintenir. Vous voyez les gens qui sortent des grandes familles de marabouts islamo-peuls, qui sont des gens qui ont le respect au niveau de leur sultanat et tout ça, de leur lamida et autres. Ils sont reconnus. Ils font partie de la lignée des lamido et autres. C'est des gens respectés et tout. Ok. On ramène le même gars à Yaoundé. On le met à un poste humiliant. On prend quelqu'un qui n'est rien au nom. On le met au-dessus de lui. Clash. Le régime entretient ça. Et au moment venu, vous êtes obligé de vous mettre ensemble pour battre campagne pour le RDPC. Parce qu'il faut maintenir vos postes. Malgré les situations même parfois les plus humiliantes.
Les gens se battent maintenant pour maintenir leur poste. Et donc, l'État sort encore l'argent du contribuable pour donner à ces mêmes totos qui vont aller maintenant dans leur village battre campagne. Vous voyez, les campagnes, c'est bientôt là. Tout le monde va retourner dans son village. Kecha Koutes est à Banganté en train de faire le travail. Vous avez vu l'autre jour une vidéo dans laquelle un meeting, on montre un meeting du RDPC, au départ censé être un meeting du RDPC, qui se transforme en militantisme pro-MRC, où les gens prennent le micro, on a donné de ceci, ils ont mangé, mais ils ont pris le micro, ils ont commencé à chanter Kamto, c'est Kamto que nous voulons. C'est Kamto que nous voulons. Que Paul Biya, c'est trop, il faut qu'il parte. Les qui font ça, c'est ce qu'on appelle les élites. Et c'est pour ça que nous devons nous battre pour que cette histoire d'élite-là n'existe plus. Il y a des élites là qui ont tout bloqué. Tant que c'est moi qui suis à Yaoundé, c'est moi qui décide, les enfants de ce village ne seront rien. Quand tu veux faire quelque chose, par exemple, à Tonga, tu veux faire quelque chose, par exemple, chez moi, là-bas, à Tonga, ce n'est pas... Les gens te disent que, mais attends, comment tu peux penser faire quelque chose ici sans passer par Claude le Parisien? Il faut que tu ailles d'abord le voir pour discuter avec lui. C'est comme ça, c'est une sorte de rente. Il y a des gens qui ont des zones entières, que ce sont eux qui contrôlent. Et ce système d'élite-là doit être détruit. À Banganté, tu vas faire quoi si tu ne passes pas par Kecha Koutes? Et l'autre là qui est le fils de Nyat Difendi. Ce sont eux qui ont tout pris le contrôle. Donc, quoi que tu veuilles faire, tu veux être enseignant à l'université, tu dois être obligé de venir chez eux tous les week-ends, de poser les petits régimes de plantain, venir déposer les lettres, de venir déposer tout ça, faire le salam alek, aller supplier chez eux. Si tu veux avoir un poste important à Yaoundé, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est là où maintenant on vous conditionne pour aller maintenant à Yaoundé prendre le poste. Non. Commencez d'abord par votre village. Allez voir Kecha Koutes, allez voir tel, allez voir tel. Ce système-là doit être détruit. Voilà un pays pris au piège où personne ne peut aider l'autre. Ceux qui sont allés à l'école sont encore plus cons que ceux qui n'ont jamais été à l'école. La maman donc, qui n'a jamais été à l'école et qui est commerçante en Dokoti, qui est commerçante, je ne sais pas où, à Garouaboulaye, ou à Pumpumre, à Salapumbe, je ne sais pas où, à Garigombo, je ne sais pas dans quelle partie du Cameroun. La maman a grandi comme en Djompe Penja, je ne sais pas, elle a grandi aussi comme ça, où on lui a seulement dit que fais ton petit champ, élève ta famille, bats-toi pour que tes enfants aillent à l'école. Maman ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, elle a envoyé quand même les enfants à l'école. Elle espère demain que ce soit ces enfants-là qui viennent l'aider. Ou vous avez des mamans aujourd'hui qui ont des enfants de 50 ans à la maison, dans la maison familiale. Ce sont elles qui se battent encore pour nourrir leurs propres enfants. Ils ont pourtant des diplômes. Ils sont revenus là parce qu'ils ne peuvent pas. Soit ils ont refusé certaines conditions, soit ils ont refusé de travailler pour des salaires de misère. Le système s'est fait exprès. Vous avez des situations mais, qui sont désespérées dans des familles. Mais c'est une situation mais, qui est très très compliquée. Très très compliquée. Les gens ne se rendent même pas compte. Mais c'est très grave ce qui se passe au Cameroun. Le père et la mère élèvent l'enfant. Ils vieillissent. Ils espèrent le retour d'ascenseur. C'est plutôt eux encore à leur âge qui se font dépouiller à la maison par des enfants qui ont 40-45 ans, qui eux aussi sont venus encore faire d'autres enfants dans la même maison. Ils sont même incapables d'aller en location. Vous allez entendre quelqu'un comme ça, il met ses 100 francs de quoi là, de méga, quand il vient s'asseoir sur TikTok ou Facebook, il insulte les combattants. Il insulte ceux qui dénoncent cette réalité. Il insulte ceux qui dénoncent ce genre de choses. Et donc, comme le syndrome du panier à crabe a pris le dessus, chacun se bat pour faire l'autre échouer. Tu ne seras rien si tu ne passes pas par moi. Le système d'élite là, c'est quelque chose. Oh mon Dieu. Mais vous voulez par exemple faire un projet aujourd'hui pour, je ne sais pas, construire un forage. Ces élites là bloquent ça. Ces élites là bloquent ça.
Ils bloquent. Si tu veux faire le forage, passe par moi. On a ramené une équipe d'experts. On a dit à tel endroit, on veut créer un forage. Quelqu'un dit non, on doit venir choco chez lui. Soit c'est parce que c'est le chef du village, soit c'est parce que c'est une élite du village. Et à la conclusion, les gens te disent que non, on même préfère que non, l'argent là, donne-moi ça, c'est moi qui vais faire. Regardez comment les gens sont. Déjà dans le pays là, vous dites que les gens sont interdits d'aller au Cameroun, jusqu'à les gens se vantent même que on va voir comment tu vas encore venir ici. Qui t'a dit que les gens rêvent du Cameroun? Ces gens m'étonnent en fait. J'ai dit bien, je peux rester ici 20 ans encore. 20 ans, je ne mets pas mes pieds là-bas. C'est terrible. Mais c'est mon pays. J'irai quand j'aurai envie d'y aller. Quelqu'un est venu là-bas, dit viens faire ça ici au Cameroun, on va vous montrer. Qui t'a dit que ton bain, c'est qui crie dans les oreilles des gens, les insultes partout, l'incivilité, la saleté, les poubelles de Yaoundé, toutes ces choses-là. Ce pays-là, en l'état actuel, avec Biya au pouvoir, je ne reviendrai jamais au Cameroun. Ça ne m'intéresse pas. Tu me mettais même là dans toutes les conditions, tu me dis d'y aller, je n'y vais pas, ça ne m'intéresse pas. Ma mère, même que j'aimais plus que tout dans le monde, sur cette terre, n'est plus en vie. Qu'est-ce que moi j'ai encore à aller faire là-bas? Chacun se débrouille. Si je peux aider les gens à distance, je fais ce que j'ai à faire et puis chacun continue sa vie. Avec le système que je vois là, mais c'est une honte monumentale. Monumentale. Les gens ne se rendent même pas compte. À quel point c'est grave ce genre de choses. Les gens ne se rendent pas compte. Donc, quand vous voyez ce qui s'est passé à Yagua, revenons sur la vidéo de Yagua. Les gens sont eux-mêmes complices de leur propre souffrance. On dit dans le Grand Nord, ça ne va pas. Mais quand Gabriel, un pays sale, mais ça a toujours été comme ça, sauf que ces derniers temps, c'est encore pire. Quand les gens me parlent du Cameroun, j'ai l'impression que ce sont eux qui ont un problème en fait. Moi, je suis parti du Cameroun depuis 2011. J'ai perdu plein de trucs du Cameroun, même des réflexes de certaines choses. Ça ne m'intéresse pas. Mais c'est mon pays. C'est le plus beau pays au monde. Le Cameroun, c'est notre terre, c'est notre sang, c'est notre chair. On se bat justement pour que les choses changent. Parce qu'on aime ce Cameroun. On aurait pu arriver ici, faire comme les autres font. Il y a des Camerounais ici. Dès que tu parles Cameroun, ça entre là, ça sort là. Or, il est né, il a grandi au Cameroun. Mais le Cameroun ne l'intéresse pas. En aucun cas, ça ne lui dit rien du tout. Il ne sait pas ce que c'est. Il ne veut même plus savoir. Bon, je vais vous dire une chose. En 14 ans, j'ai été au Cameroun une seule fois. 14 ans. Je puis vous dire que la seule fois où je suis arrivé, franchement, mon seul plaisir, en 5 semaines au Cameroun, j'avais fait 5 semaines. Les 2 premières semaines, 2 semaines et demie comme ça, c'était bon. D'ailleurs, j'avais été cueilli à froid, avec des braquages, des choses comme ça. Tu as toujours des trucs, des jalousies à gauche, à droite. Quelqu'un qui te cible, tu ne sais pas trop pourquoi. Au-delà de tout ça, en fait, le seul moment où j'ai vraiment pris du plaisir, c'était à être vraiment avec ma famille, que je n'avais plus vue depuis 7 ans que j'étais parti. Je suis resté avec ma mère. Elle a cuisiné encore pour moi. On a discuté, on a rigolé. À l'époque, elle était malade. Je l'ai amenée à l'hôpital. On était ensemble pendant toute cette période. On allait à l'hôpital à Bafoussam. On a fait des déplacements. On était à gauche, on était à droite. On discutait. J'ai fait tout un voyage avec elle de Bafoussam pour Ndiombe. Je me souviens encore. On était dans le bus, on discutait. On se racontait des choses. On achetait des bâtons de manioc. Quelque part vers l'eau et quelque part là-bas. C'était des très très bons manioc. On a mangé, on a rigolé. Des choses simples de la vie. Elle m'a grillé des arachides, des choses comme ça. En fait, tous ces bons moments-là, j'ai vécu ça
J'étais tellement content. Ce n'est que ce moment-là en famille où j'étais avec les miens. Ces petits moments-là, je me suis dit, je suis parti, j'ai fait 7 ans, 3 ans de souffrance, 7 ans de galère jusqu'à ce que je revienne au Cameroun. J'ai revu ma mère, on a passé un beau moment. Pour moi, c'était franchement, c'était un kiff. Il n'y avait rien d'autre à dire. Mais ça s'arrêtait là. Du moment où elle n'est plus là, bon, pour moi, le Cameroun, je pouvais peut-être en train de me lamenter en disant « Ah, mais je ne vais plus la voir parce qu'elle est bloquée là-bas, moi je suis bloqué ici. » Non, elle n'est plus là, c'est fini ça. C'est fini. Donc, pour le reste, c'était bon, quelques moments avec des potes. Bon, toujours, tu as des potes, tu sens beaucoup de jalousie. Quelqu'un qui s'est dit, bon, il était ici avec moi, on mangeait le maïs ensemble. Maintenant, il est à Paris. Avec des potes, c'était que des jalousies. Tu arrives au quartier, une grand-mère, une mère du quartier qui t'a vu partir dans la souffrance, qui a aussi sa part d'enfant en Europe. Hein. Mais elle te voit, tu viens d'Europe. Elle te jalouse. Elle attache sa bouche. Mais tu donnes la bière, elle boit. Elle mange même, elle est contente. Mais elle te voit, la bouche est toujours comme ça, toujours attachée. Tu sens que les gens ont de ces choses au fond de leur cœur et tout. Coupure d'électricité pendant au moins 2 semaines dans la... J'étais perdu, En France, j'avais déjà des réflexes où j'ouvre là, ça coule, j'ai la lumière, retomber dans ce genre de choses-là. Pourtant, avant, j'étais habitué à ça, mais pour moi, c'était une souffrance qui ne disait pas son nom. 19h, 20h, il y a des endroits où je me sentais en insécurité, où à chaque moment, on tente de t'agresser. Tu vas même dans la grande ville de Douala, on te coupe la lumière partout. Tu vois ici les gens qui crachent partout, qui pissent partout, qui insultent les gens. Tu prends le transport en commun, un jeune se met, il te parle n'importe comment. À un moment, je me suis dit que, mais qu'est-ce que je suis venu faire même dans ce pays? Je vous jure, au bout d'un moment, moi, je voulais rentrer. Parce que le Cameroun, ça ne me disait plus rien du tout. Il dit bien, j'ai fait 2 semaines et demie. À un moment, j'en pouvais plus. Tantôt d'autres, tu n'es pas d'accord avec eux, c'est des menaces de je vais te lancer telle maladie. Tu crois que comme tu es maintenant chez les Blancs, là, tu es devenu quoi? Un truc où tu as raison, on te donne tort. Je me bats à dire que mais non, mais j'ai raison. On dit que non. Tu veux venir montrer aux gens que non, tu viens de ben, comme tu as l'argent, tu sors de l'Europe. Quand les gens disent que le Cameroun, oh, tu ne vas plus revenir ici, je dis, vous me faites rigoler. Vous me faites rigoler. Mes enfants sont là, ils dorment, ma famille est ici et tout. Quand ça changera, je vais aller au Cameroun. Mais pas le Cameroun que je vois là, en Colmessin avec la poussière, les taximans, les plus grandes saletés de ce pays-là, les motomanes et autres qui insultaient les gens partout. Tu prends la moto, le taxi ou je ne sais quoi, les gens te parlent n'importe comment aux gens. On se plaint de tout et de rien. Tu vois ici, j'ai même un moment, j'ai cru que j'étais à l'abri. Tu traverses les églises, on chante ici à gauche. Tu vas là-bas, les gens dansent toute la nuit. Les enfants ne peuvent pas étudier. Personne ne peut rien dire à quelqu'un. Un pasteur vient ouvrir son église en plein quartier. Il y a le tapage nocturne. Mais il est l'ami du commissaire. Tu ne peux rien faire parce qu'il a déjà Choco devant. Tu as raison. On te dit que, voilà, vos pourritures là, s'il vous plaît, gardez ça pour vous. Donc, il ne faut pas croire que quand on se bat comme ça, parce que notre rêve, c'est que le Cameroun là, on veut rentrer demain matin, aller s'installer là-bas. Non. On va s'installer quand ça sera bien arrangé. Quand on aura mis au pouvoir un régime qui va rétablir les choses, va prendre peut-être 10 ans pour travailler. 10 ans pour mettre les choses dans l'ordre, dans ce pays. Les bars partout, on chante, on danse partout. Tu as 20, 50 bars alignés. Le poisson que j'ai laissé, à l'époque, on avait une matelle au quartier Polio.
Elle avait un piment dangereux, paix à son âme. Elle faisait un piment là, c'était violent le piment là. On venait comme ça, on venait avec nos 350, tu avais 250 ou 300 avec un bâton. Tu avais ton bon petit poisson là, un bon petit piment que tu tapes là, tranquille. Tranquille, on tape les commentaires avec les gars, on n'a pas dormi. Des fois où c'était un peu chaud là, qu'on a une matin qui vendait le coquille. Mamie belle. Tu tapes ton coquille là-bas, 150, 200, une boule, 300. Bonne boule comme ça là, tu tapes ça tranquille. Je suis reparti au Cameroun 2018. Quand tu vois, on te dit un poisson, 2000. J'ai regardé le poisson comme ça. Je regarde, j'ai dit 1000 francs un poisson. Les petits poissons en plus. 1000 francs le poisson. Et ça, c'est Ndjombe, ça. Ça dit que chez moi, quoi, au village où je savais que nous, on avait les choses là-bas tranquilles et tout. 1000 francs un poisson. Si on vend donc un poisson brisé à 1000 francs. Si tu veux faire plaisir à ta famille, tu vas acheter combien de kilos pour qu'on prépare dans une maison pour qu'on mange? La viande du bœuf, ça c'est fini ça. Il n'y en a plus. Les endroits où on vendait les viandes du bœuf là-bas, les gens étaient nombreux à venir acheter. Non, la viande elle a posé, les gens n'achètent plus, les gens ne courent même pas derrière. Même le porc qui était à 2000 francs le kilo, qui était vite fait, c'est trop, mais la souffrance dans ce pays a atteint. Si on met le kilo de viande à 3000 francs, 2000 ou c'est 500, c'est avec os. Je ne connais même plus les prix, mais une chose est sûre, ça a augmenté. À l'époque, je savais que c'était 2000, 2300, quelque chose comme ça, avec os. Et 3000 francs le kilo sans os, que la chair, là, la viande. Mais si tu prends le kilo à ce prix-là, combien de personnes vont manger? Étant donné que nous sommes tous dans des familles nombreuses. Nous venons tous des familles nombreuses. Combien de personnes vont manger? Moi, par exemple, je peux me permettre. Bonsoir, Josette Meudon. Je peux me permettre, moi, je suis benguiste. J'ai un niveau de quelqu'un qui, voilà. Moi, je m'en fous. Monto, quoi, Katuenkam. Bonsoir, doyen. Je m'en fous. Moi, je suis en vacances au Cameroun. Moi, je suis parti de Paris. Je me suis mis, bon, dans la tête... je me suis mis, bon, j'ai un 4 000 ou un 5 000 euros que je vais dépenser au bout de 5 semaines ou 4 semaines. Je m'en fous. J'arrive à Douala, on me sort un poisson comme ça, on me dit 3 000 francs. Je m'en fous, j'achète parce que je ne vis pas là-bas. L'argent que j'ai ramené, ça me permet de vivre comme ça tous les jours sans me plaindre. Après, je m'en vais. Mais pour quelqu'un qui vit sur place là-bas, qui doit cuisiner comme ça tous les jours, qui doit nourrir ses enfants, qui doit les scolariser, qui doit les soigner. C'est pour ça que vous voyez dans ce pays, tout le monde est nerveux, les gens sont haineux, les gens sont frustrés. Tu vois des grands frères qui à l'époque avaient des rêves. Ils n'ont pas pu les réaliser, ils sont au quartier. Maintenant là, ils sont dans les jonglages au quartier. Quand ils te voient le petit frère, tu viens de Paris, tu deviens son adversaire. Tu deviens la cible, l'homme à abattre. Mais j'ai beau rappeler à ces grands frères que je ne suis pas à l'origine de votre malheur. Je suis votre petit frère. Moi, j'ai juste anticipé. J'ai vu à la lue là. J'ai vu ce que, à un certain âge, ce que je vivais, ce que je subissais, ce que je voyais. Avec vous qui étiez les grands frères, vous avez vu même pour certains, ont eu des diplômes, ils n'ont jamais pu travailler. Quand moi j'ai vu ça, j'ai dit, bon, moi j'anticipe. Le pays, si ce n'est pas fait pour moi, je m'en vais me chercher dans mon Beaux-Arts. Qui n'est pas un parcours facile. Parce que les gens ont l'impression qu'aujourd'hui, quand ils voient on est là, c'est que non, ça a été beau. Souvent, je vous sors mes photos ici du Beaux-Arts. Où j'étais comme ça. J'ai perdu près de 20 kilos en l'espace de combien de semaines, où quand je me tenais debout, je tombais. Des séjours dans des prisons, le tribunal, le ceci, à l'hôpital et toutes ces choses où tu es enchaîné. C'est des choses horribles. Tout est à l'intérieur. Donc les gens ont parfois l'impression que c'est facile ce qu'on a vécu. Non, ce n'est pas facile.
Mais tu arrives au Cameroun, aujourd'hui, tu deviens la cible de quelqu'un qui pense que tu as réussi sa vie et il a échoué. Il y avait un camarade de classe comme ça, j'aime bien souvent raconter ça. Il était souvent là dans mes lives en 2017 quand je faisais les vidéos. Il était toujours là en commentaire. Tu parles quoi? Tu arrives en Europe, mange ta part. Tu bavardes quoi? Paul Biata fait quoi? C'est un gars, à l'époque, quand moi j'ai eu le bac, lui, il avait repris pour la deuxième fois. Donc, il devait faire le bac la troisième année. Et il était là. Après, il a eu son bac. Il allait à l'université. Il ne s'en sortait pas. À Douala, c'était compliqué. Très, très compliqué pour lui et tout. Bon, finalement, il a laissé l'école et tout. Les gens sont dans des frustrations. Les gens sont frustrés. Tout le temps énervés, des choses comme ça. Mais il arrive, il a échoué. Mais je n'y suis pour rien. On était camarades de classe. Tu t'es battu à ton niveau. Je me suis battu à mon niveau. J'ai pris des risques. Ils ne savent pas c'est quoi traverser le désert. Où tu pars comme ça, tu ne sais pas où tu pars. Tu peux mourir à tout moment. Ce sont des risques que je prends. Quand tu traverses la mer, là, tu ne sais pas si tu vas partir, si tu vas revenir. Tu sais quand tu pars, tu ne sais jamais si tu vas revenir vivant. Je l'ai fait, c'est autour de la 12e fois que je suis entré. La 12e fois, la 12e tentative. Donc j'aurais pu mourir depuis. Bon, lui, il fait son bensikin, il a une vieille moto, là, il a acheté ça à 50 000, c'est 4e main et tout. Il fait son bensikin avec Adoua, là, il se débrouille. Il n'a même pas... C'est difficile pour lui de joindre les deux bouts. Il ne peut même pas se payer convenablement son loyer. S'il a une copine, il faut s'en occuper. Il me voit comme ça, là, il rit, il sourit jusqu'ici. Il me voit le jour là, moi je venais à l'université de Douala parce que je voulais prendre certaines souches, des trucs et tout, pour me réinscrire ici à l'université et tout le reste. Je le vois, il me dit que il rit comme un sauvage. Je le regarde, je dis, ah, je suis là. Il me dit que je t'avais dit, Bertie, on va te rapatrier, tu parlais trop. Je t'avais dit. Tu pars en Europe, arrivé au lieu de manger ta part, tu te tais, tu arrives là-bas, tu commences à bavarder sur Paul Biya. Tu croyais que c'était une blague? Je t'avais dit qu'on allait te rapatrier au Cameroun. Bienvenue mon gars, on est là, on chope et tout. Il rigole, il propose même que si tu veux boire une bière. Donc un peu comme pour dire bienvenue dans la misère, bienvenue dans la souffrance avec nous. Je fais semblant comme si, on va faire comment je suis là. Mais c'est question, on va toujours se battre. Partout où on va se battre pour s'en sortir. Il me dit que mon frère, nous on est là, le pays est là et tout. Quand tu regardes les greurs, la souffrance, la misère sur son visage, les yeux pleins de poussière. Je regarde comme ça, je dis, mais c'est triste. Donc lui, il est comme ça content de me voir au Cameroun, rapatrié. Il est content. Qu'est-ce que ça lui apporte? Non, il se réjouit que non, Bertie, on l'a rapatrié. On va rapatrier qui, moi? Oh, mon Dieu. Quand on m'agresse, il y a l'autre là qui dit que non, il fallait qu'on vole même ses papiers. Il faut même qu'on vole ses papiers, cale ici au Cameroun. Les bandits entrent à la maison. Avec ça, moi, je vais aller vivre dans votre pays là. Allez loin avec vos histoires. Nous, on va revenir dans un nouveau Cameroun, pas dans le Cameroun actuel. Tu me donnes tout actuellement, tu me dis d'aller dans ce pays. Je dis du genre, j'arrive, on dit que non, le gouvernement ne te veut pas du mal, rien du tout. On me donne toutes les garanties avec tout ce que tu veux. Moi, je n'irai pas. Je ne vais pas m'adapter dans ce pays. Ce n'est même pas imaginable. Avec autant de haine. Des gens à qui tu n'as rien pris, à qui tu ne demandes rien. Tu prends, Non mais... Plein de haine. Il était content. Et quelques temps après, il a été surpris de me voir de retour à Paris. Il voit ça, il est choqué. Mais il a fait comment pour rentrer? Donc toi, tu croyais vraiment que moi, j'allais caler au Cameroun? L'autre me dit, il faut qu'on vole ses papiers. Si on vole mes papiers, je vais à l'ambassade de France. J'ai 2 enfants français. Je travaille, j'ai des fiches de paye. Monsieur, vous avez perdu vos papiers? Oui, je fais tout, je remplis. On me donne le truc, je prends mon vol, je retourne. Il n'y a pas un pays dans le monde où si moi j'ai envie d'aller, quelque chose va m'empêcher. Je prends le billet d'avion maintenant, demain matin, je vais là où je veux. L'autre est venu ici, me dit que c'est un parvenu. Tu ne connais pas ma souffrance, tu ne connais pas mes sacrifices, tu ne sais pas qui je suis.
Tu débarques dans le direct de quelqu'un qui ne t'a rien demandé. Moi, je fais mes directs ici tranquille. Ça ne te plaît pas, tu pars. Tu ne viens pas t'asseoir là, tu commences à commenter tout et n'importe quoi. Voilà le problème, Cameroun. Il faut voir l'exemple entre nous, Camerounais, ici en diaspora. Venez voir en région parisienne comment ça se passe entre Camerounais. C'est la même haine, c'est le même barat partout. On annonce une liste de 8000 Camerounais menacés d'expulsion des États-Unis. Allez voir dans les groupes WhatsApp des gens du Cameroun qui disent que bêta, on les renvoie ici. Il faut même qu'on les rapatrie. Tu es en train de prier qu'on rapatrie ton frère. Ce sont vos frères là qui, de là où ils sont, se battent pour nourrir leur famille. Donc il y a des familles au Cameroun aujourd'hui que si ces familles-là n'avaient pas peut-être un enfant peut-être à l'étranger qui se bat et qui envoie même un petit 100 000 tous les mois pour qu'il puisse avoir de quoi manger. Ce serait vraiment compliqué pour certaines familles. Il y en a sur place qui s'en sortent dans tout le brouhaha, tout le faux qu'il y a au Cameroun. Non, il y en a qui qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Dans ce panier à crabes, certains arrivent à s'en sortir, mais ils ne sont pas nombreux. Raison pour laquelle je faisais une vidéo la dernière fois pour répondre à tous ces gars qui sont devenus des coachs en industrie, sans industrie, ce groupe des bandits là qu'on appelle les Philippe Simo, les Numbisi, quoi, tous ces bandits là qui disent, les Ngengang, quoi, qui disent qu'ils sont des coachs là. Tous ces bandits là. Ils ont détruit les vies des gens qui quittent ici, qui avaient des bons salaires et toute une vie calme, posée. Ils disent qu'ils vont aller au Cameroun créer des plantations, ils vont élever les poulets. Ils disent que non, du jour au lendemain, ils vont aller au Cameroun cultiver les tomates. Les gens, du jour au lendemain, échouent, se retrouvent au Carrefour sans rien du tout. Ils sont obligés encore de reprendre le vol pour retourner ici. Alors qu'ils insultaient l'Europe, étant au Cameroun, non, l'Europe, ah non, j'ai quitté, non, là-bas, ça vaut plus la peine, l'Afrique c'est le paradis. Comme il y a certains qui sont dans une campagne là, sur la toile, l'Afrique c'est l'avenir de demain, là, de je ne sais plus quoi, là, l'Afrique c'est le futur, l'Afrique c'est blablabla et toutes ces histoires. Ça ne se déclare pas, ça se construit. Si l'Afrique c'est l'avenir, si l'Afrique c'est le meilleur endroit où investir, non. Ça c'est des simples déclarations. C'est le meilleur endroit pour investir. Faux. Ce n'est pas vrai. Un endroit où il y a le plus de risques dans ce monde, en termes d'investissement, il n'y a pas pire que l'Afrique. Du jour au lendemain, quelqu'un peut décider au ministère de s'asseoir sur ton dossier et tu ne peux rien. Du jour au lendemain, là au Cameroun, quelqu'un décide à Yaoundé, il met sa signature là, on tue ton titre foncier. Et les gens vont au cadastre, on soulève les dossiers, on prend le titre foncier, on vend à quelqu'un d'autre. On donne des millions, les gens prennent, ils signent là. On a déjà vendu, quelqu'un a même déjà construit dessus. Tu apprends un matin que non, le terrain ne t'appartient plus. Quelqu'un allait en haut et tu vas là-bas, il gagne. Tu vas devant, il gagne. Vous parlez donc de quel investissement? Qui vont aller investir dans ce pays? Vous parlez d'investissement. Quel investissement? Dans quelles conditions? Non, il faut créer un climat social, un climat d'affaires. Il faut poser les jalons, il faut poser les bases. L'investissement, ça ne se déclare pas. Il faut des garanties bancaires, il faut la sécurité, il faut les routes, il faut les infrastructures, il faut beaucoup de choses. Quand vous voyez dans d'autres pays, les gens investissent sans avoir peur, non, c'est parce que quand on crée des conditions pour faciliter les investissements. Quand vous regardez un pays aujourd'hui comme le Maroc, c'est un pays très stable, c'est un pays où les gens viennent investir. Les gens sortent de partout dans le monde pour venir investir leur argent au Maroc. Non, c'est pas une blague. C'est parce que le roi a travaillé. Jeune roi, il est arrivé en 99. Regardez le travail qu'il a fait en 26 ans. Comment il a transformé le Maroc. Il a transformé radicalement le visage de ce pays. En 26 ans. Allez voir ce qu'il a fait. Pour ceux qui sont ici et qui vont en vacances à Marrakech, c'est à côté. Vous avez des billets, parfois même à 150 €. À 100 € même parfois, vous avez des billets. Allez voir comment le pays, les jeunes techniciens, les polytechniciens sortis des écoles sur place au Maroc te construisaient des trains.
te construisent des trucs, je ne sais pas, des chemins de fer, te construisent des choses incroyables. Allez voir comment les pays avancent. Des autoroutes partout, les autoroutes, vous savez, des autoroutes, des routes nationales, partout, les gens arrivent à manger. L'agriculture, regardez tout ce qui est fruits et légumes qu'on consomme même ici en Europe. Une bonne partie vient du Maroc. Des fruits et légumes de meilleure qualité recherchés sur le marché. C'est les produits marocains. Les gens se sont battus à construire leur pays. Vous avez des feignants qui ont laissé leur pays tomber dans la rue. J'ai regardé aujourd'hui une vidéo de l'autre feignant, là, le vendu que vous appelez, qui est Steve Fa. Souvent, il fait des choses intéressantes aussi, il faut le souligner. Même si ça reste un grand vendu. Et il montrait le port de Garoua. On te montre le port de Garoua sur la baie-nouée et tout, comment c'était beau à l'époque. Il y avait des entrepôts partout, comment le pays fonctionnait, les choses étaient bien. Aujourd'hui, on prend les matières premières. Là, on est en train de faire de la contrebande pour vendre au Nigeria. Le Nigeria qui, de l'autre côté, transforme, renvoie au Cameroun, le vend plus cher et tout. Vous avez des gens comme ça, des zones comme ça qu'on a détruit. Garoua à l'époque, moi j'étais encore petit. Quand on parlait de Garoua à l'époque, nous qui sommes dans le Bongo et tout, on parlait d'une belle ville, d'une ville qui était prospère et tout à l'époque. Il y avait des commentaires que nous on écoutait parce qu'on a grandi dans des marchés, on faisait du commerce. On avait des papas à l'époque là qui venaient de Garoua avec des arachides, l'ail et plein de trucs, des oignons, des épices et tout le reste. Ça n'existe même plus aujourd'hui. Beaucoup sont morts, derrière on n'a pas pris le relais, le business n'est plus si intéressant que ça. Regardez comment ils ont tué le pays. Et vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, vous voulez qu'on nous respecte. Ce n'est pas possible. Quand tu es allé ailleurs, tu as vu comment les choses fonctionnent. Quand tu reviens au Cameroun, mais tu es choqué. À chaque fois, tu es choqué. Tu es choqué à chaque fois. Quand tu vois aujourd'hui au Cameroun, ceux qu'on célèbre, mais tu te poses des questions. Regardez l'exemple seulement sur les réseaux sociaux. Vous avez des gens qui ont des comptes au bout de quelques jours, ils ont 1 million d'abonnés. Qu'est-ce qu'ils font à longueur de journée sur leur page? Congossa, du verbiage, tout et n'importe quoi, des scandales, de ceci, de cela. C'est ce qui attire beaucoup plus de monde. Vous avez même des enseignants aujourd'hui, des enseignants dans des écoles, vous les regardez, il y a une façon quand même de se soigner, de se tenir. Il y a quand même une façon même de s'exprimer. Quand on est enseignant, un enseignant est un modèle. Enseigner, c'est transmettre. C'est transmettre des valeurs, c'est transmettre le savoir, c'est transmettre beaucoup de choses. On a quand même eu la chance à l'époque d'avoir des enseignants qui étaient des enseignants modèles, qui dans leur propre vie étaient des gens rangés, des gens qui se battaient, qui étaient sérieux, qui étaient réguliers à l'école, qui étaient des gens assidus, des gens sérieux, des pères de famille, des gens. Mais quand je vois aujourd'hui, quand je regarde des gens, des enseignants, même dans les universités, je me dis, mais ceux-ci, ils sortent d'où? Vous avez des mères qui créent une page TikTok ou Facebook, ou je ne sais pas, sur les réseaux sociaux. Et du jour au lendemain, il devient influenceur. Il est maire, il a 1 million d'abonnés. Vous savez avec quoi il attire les gens? Chacun dit que non, c'est le maire là. Il faut que vraiment c'est lui qui soit à mon mariage. Il est trop fort, il anime. Un maire est devenu un danseur en fait. Et là, ça intéresse les gens. Tu viens, tu te maries et tout. Le maire, on est censé regarder. Tu as eu quel budget au début de l'année? Tu étais censé réaliser tel projet. Où en es-tu avec ce projet d'eau, je ne sais pas, d'électricité, projet de route, projet de, je ne sais pas, il y a d'autres infrastructures. Peut-être, je ne sais pas, lutte contre le chômage, lutte contre l'insécurité, lutte contre ceci et cela. Mais vous avez des populations tellement déréglées, des dégénérés, des malades, qui ne vont jamais demander à ce maire quel est votre bilan. Non, 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 non. Le maire les intéresse parce que il met son truc de vert, rouge, jaune là,
Et il sort des conneries, comme il a dit que le conseil que je vous donne aux mariés, ne vous plaignez jamais du deuxième bureau. Parce que le deuxième bureau qui est dehors, elle aussi a un autre deuxième bureau. Donc vous partez là-bas, vous arrivez, vous trouvez quelqu'un. Ne vous plaignez pas. Et les gens rigolent dans la salle. Les gens sont tellement émotifs. On ne connaît plus le sens des valeurs. On ne comprend même plus comment fonctionne le monde. On ne sait plus quels sont nos propres repères. Le mec te fait rire parce que le jour du mariage, il danse trop. Il y a un mec qui est devenu très célèbre à Yaoundé parce qu'il danse. Au point où quand les autres mères ne dansent pas, on dit qu'il dit donc le maire là, il dort, dit donc, il est timide, dit donc, il dort. Qui vous a dit qu'un maire est là pour danser? Oh, c'est pas possible. Quand je regarde ça, je dis, oh, le Cameroun. C'est dans le pays là qu'on dit comment il veut vivre. Partez avec ça. Allez loin avec vos bêtises. Ils ne sont jamais sérieux dans ce qu'ils font. Ces dirigeants-là sont à l'image de qui nous sommes, le peuple que nous sommes. On ne pose pas des questions sérieuses aux gens. Tu gères l'argent public, ce n'est pas ton argent, c'est l'argent public. Tu dois rendre compte aux populations. Quand on te dit tu as 5 ans, on peut même déjà faire un bilan à mi-mandat. On demande, bon, qu'est-ce que tu as fait? Voici les budgets, voici. Tu étais censé faire ceci, cela. Est-ce que tu as réalisé cela? Non. On doit te juger sur ton bilan et non sur, je ne sais pas, la qualité de tes pas de danse ou ta capacité à faire les gens rire dans une salle le jour d'un mariage. Mais vous avez des totos. Pour eux, c'est normal. Le mec là, il est très fort, il danse bien, il connaît mettre l'ambiance. Voilà. Voilà comment ça fonctionne le Cameroun. Vous avez quelqu'un qui est, ils appellent ça comment? Délégué général à la Sûreté nationale. Ça fait, je ne sais pas, plus de 30 ans. Il a ses 91 ans, je ne sais plus quoi, Martin Barganguele. On a fait de la chose publique une affaire du village. Et les Camerounais rigolent. Nous sommes complices de notre souffrance. Oh, Kirimande, 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 Antara, Aya, Kirimande, Ata. Martin Barganguele, le père de la police, aïe, les gens dansent. Dans l'armée, dans la police, la gendarmerie, tout le monde danse. Et tout le monde danse. Et parmi tous ces gens qui dansent, il y a des Écans, il y a des Bamileke, il y a des Nordistes, il y a des Sawa. Tu as oublié de danser la danse du village. Donc une affaire nationale est devenue une affaire du village. Martin Barganguele, le père de la police. Et ça amuse les gens. Les gens dansent, ils rigolent. On en a fait même des chansons. Vous vous souvenez, les chansons de l'époque. Il y avait une chanson d'ailleurs même à l'époque là. Dans l'armée, je ne sais pas si c'est Zamina Mina. Il y a une autre chanson qui était très connue là, avec des anciens, des Angalewa, des choses comme ça. Où vous avez des gens qui font des interprétations dans les langues locales et qui sont devenus finalement comme un hymne national à l'intérieur de l'armée. Et toujours en langue écan. Les gens ne se posent pas des questions. Hein. Comment une affaire nationale est devenue une affaire du village? Et on dédramatise tout au Cameroun. On rigole sur tout. On fait des blagues sur tout. Et quand je regarde ça, j'ai mal au cœur. Je dis, mais quelle éducation! Allez, il y a une autre racaille que je dois virer rapidement. Cassava quoi, je ne sais plus quoi là. Allez. Camille Cassava. La racaille ici n'a pas plus de 30 minutes. Je vous ai rappelé que mes directs, non, c'est pas ouvert à la racaille. Vous venez faire vos conneries et je vous vire. Voilà comment ça fonctionne le Cameroun. Regardez récemment. Il y a un gars qu'on appelle Bogda. Même si, d'après les informations qui circulent, un certain nombre de choses, c'est un certain nombre de faits qui lui étaient reprochés, étaient un pur montage.
Mais là n'est pas la question. Quand vous voyez les affaires de viol, qu'on prend une femme même de force, on monte sur elle. Les gens dédramatisent, les gens rigolent avec des sujets comme ça, des sujets aussi sensibles. Il y a une chanson là, eh Bobda, Bobda, eh Bobda, eh Bobda. Francis Ngannou qui tape les gens pour vivre. Mais il y a un gars qui viole les femmes pour vivre. Et Bobda, et Bobda, et Bobda. Les gens ont mixé ça dans les boîtes de nuit. Les gens dansent ça partout. Et tu vois les filles, quand on est en train de parler du viol, elles dansent, elles saoulent. Comment dans un pays sérieux, les choses comme ça, comment ça peut faire rire les gens? Il y a une chose que je déteste sur les réseaux sociaux, mais alors j'ai horreur de ça sur les réseaux sociaux. J'aurais encore compris que ce soit quelques jeunes désœuvrés, mais des mamans, des papas se mettent en scène avec une bière à main. Ils chantent, ils récitent, je ne sais pas quelle connerie, les gens le filment et ça fait rire les gens. Quelqu'un prend une bière, il commence à réciter au Cameroun, la bière que tu vois, il y a souvent un truc là, ils font quoi, comme ils disent encore souvent quoi là. Quand tu arrives dans mon ventre, soulage, je ne sais plus quoi, oh pauvre bière, toi que je vais bientôt avaler, bière qui me donne du plaisir. Tu vois une mère, tu vois une père, parfois des grands-mères, des grands-pères qui sont sous, ils sont placés. Les enfants prennent le téléphone, ils les filment, ils sont en train de rigoler. Mais quel est l'exemple que tu montres à ces jeunes? Quand tu vas t'asseoir chez toi plus tard, les enfants là, quand ils vont s'asseoir là, quand ils regardent leur grand-mère, on va vous dire un jour que ta grand-mère est morte, ton grand-père est mort. Et l'image qu'on retient de lui, c'est quelqu'un qui était un alcoolique et qui racontait tout et n'importe quoi. Les gens filmaient, ils rigolaient. À quel moment on se prend encore au sérieux dans ce pays? À quel moment on se dit en tant que père, je suis censé montrer le bon exemple? Je suis censé être sérieux, je suis censé avoir quand même de la retenue. Parce que mon image, ce que je dégage auprès de ces jeunes-là, ça compte. À quel moment ces gens-là se posent ce genre de questions? Voilà le Cameroun. On paye des jeunes pour détruire d'autres jeunes. Pendant ce temps, les vieillards se maintiennent. Vous avez des jeunes là qui sont en train de faire la bagarre en ce moment en disant que Biya doit continuer. Plutôt que de voir quelqu'un d'autre là-bas, non, Biya Beta, il reste. Vous avez vu récemment les accidents de circulation? Il y avait un accident récemment encore quelque part vers Melon, quelque part là-bas. Avec le bus de Papangassi. Les gens... Non, ce pays, c'est terrible. C'est terrible. Vous avez des jeunes qui font des vidéos sur le cure. Il y a même une chanson là, le cure, quoi. On tape les têtes comme ça là. Je regarde ça, je dis, mais waouh, Cameroun. Vous avez des jeunes égarés dans les quartiers, des jeunes perdus partout. L'insécurité est partout. Tu as l'argent, tu deviens une cible. Un homme à abattre tous les jours. Tu as même un joli téléphone, tu dois même te cacher à un certain moment quand tu marches. Tu as même une belle voiture, tu risques ta vie tous les jours parce que tu as une belle voiture. Tu ne peux plus aller n'importe où, n'importe comment. Non. À n'importe quelle heure. Salut King Madolor. Quand je regarde, non, on a quand même eu la chance à l'époque, on a grandi dans un environnement où c'est pour ça qu'il y a tellement de choses qui me choquent. Et des fois, les gens, parfois, ne me comprennent pas. Même avec mes camarades activistes, souvent, les gens disent que non, je suis opposant ou ce que...
je suis toujours contre, je suis toujours... C'est qu'il y a des choses pour moi qui ne sonnent pas normales. Il y a des choses, je me dis, mais ça ne doit pas arriver, ça. Ce n'est pas possible, ce genre de choses. Mais les gens normalisent cela, les gens banalisent. C'est là que tu finis par comprendre qu'en fait, c'est une mentalité qui est tellement... Nous, on a grandi à une époque où le grand frère t'envoyait, mon petit, voilà tel, va m'acheter telle chose. Il crachait au sol. Quand il crache au sol, là, si la salive là se sèche, tu n'es pas encore revenu. Non, on courait. Quand ton grand te dit, va acheter, à l'époque, il y avait encore les cigarettes, là, les trésors, où c'est les jeunes ficlés, quoi, filtrés, quoi, là, les trésors, tout ça, on va acheter. S'il y a même 25 qui restent, tu remets au grand frère, tu attends. Si lui, il veut te choco, il peut te dire que bon, les 25, là, achète un bonbon avec. Tu as les petits, maintenant, tu lui donnes quelque chose, il part avec. C'est-à-dire que ce n'est même plus qu'il revient te dire que tu lui donnes que mon petit achète. Il part avec. Il s'assoit quelque part là-bas, soit il joue son fafap, son jambo, je ne sais quoi, il fume son truc, il se fout de ta gueule. J'ai dit, mais oh. C'est pour ça, moi, il y a des choses que je ne peux pas mélanger avec les gens. Même si je suis là, on essaie de faire semblant. Il y a des moments où j'ai envie de me retirer de la racaille pour me retrouver dans mon milieu. Je peux pas, il y a des choses que je ne peux pas supporter. C'est pas possible. C'est juste pas possible. C'est un truc que je suis très dur, mais non, je préfère préserver un certain nombre de choses. Pour moi, c'est pas possible. Ce genre d'éducation. Moi, quand je suis arrivé au Cameroun, quand on m'avait agressé, on est entré chez nous, on a cambriolé, porté des trucs, des téléphones, télévision, les trucs qui sont partis avec. J'ai dit le premier jour. Hein. Ma mère, son anniversaire, c'était le 2 avril. Ça, je ne vais jamais l'oublier. J'arrive dans mon village le 1er avril, après 7 ans d'absence, où je fais le beaux-arts jusqu'à ce que je revienne. 2 avril, je m'apprête à lui faire un anniversaire surprise. Ce jour-là, je suis cambriolé. 5 heures, 4 heures comme ça, les gens entrent à la maison, ils portent tout, ils partent avec. Mais moi, j'avais des amis qui venaient, des gens qui disent que non, le petit s'y connaît là où le bandit là se cache. On soupçonne que c'était tel là, non. Grand, si tu lui donnes les dos, nous on paye la moto, nous on va aller le prendre. Je suis curieux de savoir qui m'a fait ça. J'ai fait 7 ans dehors. Tout ce que j'ai couru comme risque. Je ne me suis jamais fait agresser. Je reviens dans mon propre village où je suis né, où j'ai grandi. On vient m'agresser, on vient me cambrioler. Je l'ai très mal pris. J'ai dit, mais attends. Dehors encore, j'aurais compris. Pas sur mon propre territoire, chez moi. Où je suis né, où j'ai grandi. Et il y avait des amis qui disaient comme ça que, grand, combi, je connais là où je vais le prendre dans les minutes qui suivent la mort. Le petit là, non, il va sortir tout le cap pour qu'il a chop là, tout l'enjoy là, non, oui. Il donne l'argent, il traverse, il va dans le prochain bar qui est en face là-bas, il est assis, il boit ses bières et tout. Il est avec ses amis là, il joue un jambo et tout. Waf. Si Kadina ou dit dans Boudman. Aaron Chopi, non, moi, dans Boudman, Aaron Chopi, il est où? J'entends des choses comme ça. Quand vous fonctionnez avec des gens qui ont de ces mentalités, tu te dis quand même que c'est grave. Hein? Il n'y avait pas deux choses qui me dérangeaient pendant ce petit temps, ce laps de temps-là au Cameroun. La mentalité. La mentalité. Je n'arrivais plus. Déjà que quand j'étais sur place au Cameroun, j'étais quelqu'un de très très dur. Très très sévère. Je ne tolère pas les conneries. Imaginez encore avec le système européen où j'ai vécu, dans lequel je vis encore, où il y a un certain nombre de choses. Non. Pour moi, ça devenait encore plus difficile à vivre. J'arrive quelque part, tu vois une serveuse, même la limite qui te fait pitié, tu te dis, bon, peut-être à la fin, tu vas lui donner un petit truc pour l'encourager. Elle sait déjà quelqu'un, le visage est attaché, elle te parle n'importe comment. Je dis, ma chérie, tu es venue travailler, pourquoi tu n'es pas souriante? Qu'est-ce qui ne va pas? Serre-moi une bière s'il te plaît, tout et tout, tu parles. Elle fait comme si tu étais, je ne sais pas quoi.
Et après, j'ai un ami qui arrive. Oh, le Parisien, tu es au Cameroun, mais c'est comment et tout. La même fille qui était irrespectueuse, elle change. Elle veut venir maintenant me demander, ah, vous voulez quelque chose? Voici le truc. Voici. Je dis, mais pourquoi tu as besoin de faire ça en fait? Donc comme moi je parle comme tout le monde parle, je n'ai pas le whiteisage du Parisien comme les gens arrivent et font et tous ces trucs. Moi, comme je ne suis pas venu avec une grosse voiture, ou je ne suis pas venu, je t'ai dit que je venais de quelque part, tu es payé pour faire un travail. Donc, les gens misent leur argent, ils louent des bâtiments, je ne sais pas, ils créent un snack, ils créent tout ça, il y a des impôts, il y a des taxes, il y a plein de trucs derrière qu'ils payent, il y a le loyer, il y a ceci, il y a cela. C'est dans le bénéfice là qu'il va dégager quelque chose pour payer ton salaire. Et toi, dans ton salaire, tu dois faire aussi vivre ta famille. Tu t'amuses avec ton travail. Tu t'amuses avec ton travail. Mais tu es payé pour faire un travail, mais tu te fais avec le visage toujours attaché comme si on t'obligeait à le faire. Et là, elle devient gentille avec moi parce qu'elle espère que derrière, je vais lui donner un petit choco. Je ne donnerai même pas 1 euro. C'est pas possible. Tu ne m'as pas respecté. Jusqu'au moment où tu as entendu quelqu'un a dit le Parisien. Ah, maintenant, c'est que comme je suis benguiste, tu dois te... Non, tu dois être comme ça avec tous les clients parce que c'est ton travail. Tu es payé pour ça. Sois souriant avec tout le monde, sois serviable. Tu es là pour ça. Tu es un serveur, si on te dit on a besoin d'un décapsuleur, on a besoin de ci, tu viens, tu sais, tu te rassures. Est-ce que tout se passe bien? Et c'est dans cette petite gentillesse, c'est cette façon de se comporter qui fait qu'à la fin, quelqu'un a envie de te dire, bon, garde la monnaie. Mais si tu as des gens qui se comportent comme des sauvages, et c'est partout au Cameroun, on parle aux gens n'importe comment dans ce pays. Il y en a, pour eux, c'est devenu normal. Mais acceptez aussi qu'il y a des gens qui ne supportent pas ça. Quelqu'un demande mon adresse email, c'est pourquoi faire? Omba Bisogo, tu veux me choco? Si tu veux me choco, tu me dis. Hein? Je donne l'adresse PayPal. Donc, accepter, il y a des gens qui ne supportent pas aussi cette bêtise. Comment on éduque les gens? Regardez comment ça se passe ailleurs. Je ne dis pas qu'ailleurs c'est parfait, mais de ce que j'ai vu, de ce que j'ai connu quand j'étais plus jeune, bon maintenant je commence à avoir un certain âge, nous on a quand même eu la chance, on a grandi dans un Cameroun de l'époque où tu voyais quand même, il y avait encore des valeurs. Je suis surpris, je suis choqué de voir de ces gens aujourd'hui, des gens aujourd'hui qui... Tu veux m'envoyer ton manuscrit, c'est dans quel domaine? Tu me payes. Hein? Si tu veux que je relise ton manuscrit, je dois payer. Tu dois payer. Je ne fais plus ce que je faisais avant. Je relisais les manuscrits des gens gratuitement. Je donnais des conseils, des orientations. Ils partaient publier leurs ouvrages. Il n'y avait même pas un mot de remerciement où on me cite. Si tu veux payer, tu payes pour la prestation. Omba Bisogo. Tu as un grand nom, hein? Omba Bisogo. Alors, on continue. Je vais arrêter le live dans quelques minutes. Est-ce que les gens peut-être ont des questions? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sur TikTok? J'ai déjà dit l'essentiel. Hein. Là, on est dans des petites prolongations. Donc, j'étais en train de dire, la mission qui est la nôtre, je pense qu'à un moment, dans l'histoire de tous les pays du monde, quand on veut faire les choses correctement, il faut toujours une élite pour prendre son destin en main. Et c'est malheureusement ce que ces gens-là n'arrivent pas à faire chez nous au Cameroun. Mais où sont les intellectuels camerounais? D'où la question, mais où sont les intellectuels camerounais? Quand ça n'allait pas en Chine, quand ça n'allait pas au Japon, ça n'allait pas, je ne sais pas quel autre pays je vais citer. Quand ça n'allait pas en Indonésie, au Vietnam, en Afrique du Sud, non, les gens se sont levés, ils ont dit, ok, les intellectuels ont pris leurs responsabilités.
les élites économiques, les opérateurs économiques, les élites traditionnelles, les chefs traditionnels se sont levés, ils ont dit non, on doit prendre notre destin en main, on ne peut pas laisser notre pays comme ça. Les intellectuels ont pris les devants. Mais au Cameroun, là, il y a un pays comme ça en train de sombrer. Il n'y a personne pour sauver l'autre. Quand je regarde ça tous les jours, je suis... Oh, non, c'est d'une extrême violence. Hein. Et que quand vous regardez, et tous les élites de chez nous, les grands intellectuels, ils connaissent tout. Il y a un autre là, Pougala, il connaît tout. Mais ils matérialisent ça, ou tout ce savoir, tout ce qu'ils connaissent, tout. Le pays est en ruine. Quand tu vois les grands discours d'Alain Foucault, quand vous regardez tous les grands intellectuels camerounais, les gens les plus visibles camerounais partout, quand vous les entendez parler, vous avez l'impression que, oh, ces gars-ci, si tu lui donnes le Cameroun, il te transforme ça en 2 jours. Vous allez écouter Sadina, il y a l'autre, Achille Mbembe. Comment un peuple peut évoluer comme ça sans dignité? Aucune dignité. Tout un peuple. Personne n'a le sursaut d'orgueil. 43 ans à maintenir le même système qui a appauvri les Camerounais. Personne n'a les couilles. Ils sont là pour donner des leçons à la Côte d'Ivoire. Ils font des analyses géopolitiques sur le Sénégal. Macky Sall a fait Sima. Dès que tu dis parle du Cameroun, chut, il se tait. Son cerveau bug. Tout de suite, ça bug. Mais quand ils veulent parler des autres pays, ils sont... Ah non, 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 ils sont d'une éloquence. Hein. Ils sont imaginatifs, ils sont, je ne sais pas, très prolixes quand il faut parler des autres. Leur propre pays, le Cameroun. Allez demander à Bandankani, à tous ces gens-là. C'est qu'on appelle quoi là? La dame de Sochi. Nathalie Yam. Macky Sall. Alassane. Dès que tu dis Paul Biya, tu dis que non, là c'est un cas particulier. Mais pourquoi c'est un cas particulier? C'est ton pays d'origine. Comme Betty Assomo, c'est ton ami, vous mangez ensemble. 43 ans de dictature, tu soutiens. Pourvu qu'un Bamileke n'arrive pas au pouvoir. Il y a des gens comme ça là, ils parlent du panafricanisme. Vous parlez de quel panafricanisme? Quand vous avez au fond de vous des relents tribalistes, vous n'acceptez pas quelqu'un Kamto parce que d'après vous c'est un Bamileke. Et vous êtes là où vous donnez des leçons de panafricanisme aux gens. De quel panafricanisme parlez-vous? Taisez-vous. Yaskar, dernier avertissement, si tu ne savais pas, peut-être tu es nouveau ici, il faut savoir que ce genre de commentaires, non seulement je supprime, tu es viré, tu ne reviendras plus jamais ici. Tu iras dans vos TikTok de merde là, où les gens parlent n'importe comment aux gens qu'on ne connaît pas. Tu viens sur ma page, tu me respectes. Ma page n'est pas une porte ouverte à tout et n'importe quoi. Il n'y a pas de ramassis ici. Ici, c'est des lives des gens posés, bien éduqués. Tu veux faire ta merde, tu vas ailleurs. Pas ici. Dans un autre commentaire, tu es bloqué. Mais regardez tous ces gens-là. Le professeur Patrice Nganan, il a la solution. Non, Kamto n'est pas sur le bon chemin. Le professeur Franklin Nyamsi, oui, Kamto n'est pas sur le bon chemin. Vous faites quoi concrètement? Comment on fait pour changer les choses? Comment on change les choses? Bref, c'est décevant. Voilà la fraude électorale qui a commencé dans le Grand Nord. Et c'est dans cette partie du Cameroun où il y a vraiment le plus de souffrance. Hein.
Il y a tellement de souffrances au nord, mais ceux-mêmes qui sont complices de leur propre souffrance, dans la même partie du nord, sont les nordistes eux-mêmes, avec la complicité de leurs élites. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Il y a des gens qui disent qu'il faut qu'on prenne les armes. Et curieusement, tous ceux qui disent ça sont en faux profil. Prenons les armes, on va prendre les armes. Prenez donc les armes contre eux. Vous parlez de prendre les armes. Bonsoir Chris Maestro. Vous parlez de prendre les armes contre le régime en place. Mais vous êtes caché derrière des faux profils. On ne connaît pas vos vrais noms, on ne connaît pas vos visages. Vous êtes là en train de dire que non, on doit prendre les armes. Bon, c'est peut-être la solution, hein, en prenant les armes. C'est peut-être la solution pour faire partie de ces gars-là. Mais il faut savoir qu'on ne prend pas les armes comme ça. Qui prend les armes? Contre qui? Pour quelle raison? Qui va prendre? Qui commence? C'est ça la vraie question. Qui va prendre les armes? Le gouvernement en place que vous voyez là, s'il y a coup d'État au Cameroun, la manière que Biya a verrouillé le système là, il n'y a pas de possibilité au Cameroun de faire un coup d'État et s'en sortir si tu n'es pas un écan. Il n'y a qu'un écan dans le système que vous voyez là. Pour se lever un matin, faire un faux coup d'État, balayer Biya, s'installer. Il n'y a qu'entre eux, l'armée, la gendarmerie, la police, les renseignements généraux. Tout ce que vous pouvez imaginer comme système tourne autour d'une tribu. Si tu sors d'une autre tribu et dans le clan là, tu veux faire semblant, un Bamileke dans l'armée, aucune chance. 2, 3 informations, on a déjà attrapé tes bêtises depuis. Le premier cercle autour, c'est des Juifs. Ils ont même des Marocains dedans. Ils ont les gardes. Il y a 5 autour de Paul Biya. 5. Et il y a même des Camerounais qui parlent comme ça, qui sont au palais. Souvent, ils sortent leurs histoires des lanceurs d'alerte. Là, ils font rire les gens. Il y a des informations sources sûres. Ils appellent ça sources sûres. Lui, il travaille au palais. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui travaillent au palais, ça fait 30 ans. Ils n'ont jamais vu Paul Biya. Même à 30 mètres comme ça. Ils travaillent à l'intérieur du palais. Ils n'ont pas vu Biya. Encore moins serrer la main à Paul Biya. Ça fait 25 ans de service qui sont là-bas. Si tu es nordiste, dis-moi comment un nordiste fait un coup d'État dans l'État qu'on connaît, le Cameroun qu'on connaît là. Jusqu'à il va aller prendre la CATV. CATV qui est contrôlée par un boule. Vous rêvez. Qui parle de coup d'État, moi j'écoute seulement ça, ça me fait rire. Et il n'y a aucune chance au Cameroun qu'après 43 ans d'un écan, que le peuple camerounais accepte encore un autre écan. Ça, c'est là où le pays, la bête, ça va finir, ça va s'arrêter. Le Cameroun va s'arrêter, il n'y aura plus de Cameroun. Et s'il y a coup d'État, un nordiste, bon, les Bamileke encore, ça, on pouvait encore prendre même encore au sérieux les nordistes. Les Bamileke, c'est même pas la peine de parler de ces gens-là. Il faut les laisser là où ils sont. Il ne faut pas compter sur les gens comme ça. Les Bamileke, ça ne vaut même pas la peine, il ne faut pas. Quand vous voyez les Oussereki là, général de brigade, ils ont toujours des postes jupitériens comme ça, la contrôleur, on l'a vu un général, mais son vrai rôle c'est aller surveiller le matériel. On achète les gilets un peu dans l'armée, là, c'est lui qui fait le décompte, il écrit, on a acheté 12 gilets, on a acheté 25 gilets, des choses comme ça que les Bamileke. Ces gens-là, ils ne comptent pas, ne vous intéressez pas à eux. On va parler de qui? Des Sawa. Les Sawa encore, il y a même qui même. Les Sawa dans le Cameroun, si on les compte même, ils sont combien? Les seuls encore qui peuvent peut-être essayer de faire un peu le poids, essayer quelque chose. Parce que leur objectif depuis longtemps, c'est de faire retourner le pouvoir dans le Grand Nord. Parce que d'après eux, le pouvoir est resté trop longtemps dans le Sud, 43 ans dans le Sud. Or, leur frère avait donné le pouvoir à quelqu'un du Sud gratuitement. Genre, comme on dit. Donc, il faut que le pouvoir revienne au Nord.
Donc, il n'y a que les nordistes, vu la configuration actuelle, qui peuvent peut-être tenter quelque chose. Et même jusque-là, ce n'est pas sûr que ça va réussir. Les Ekans sont prêts à tout pour protéger leur dernier rempart. Parce que beaucoup ont peur des représailles. Ils savent ce qu'ils ont fait en 84 aux nordistes. Les fantômes de 84 sont encore là. Ils savent. Ils se disent, attention, si les nordistes reviennent au pouvoir, il y aura des règlements de compte. Parce que Biya sait ce qu'il a fait aux nordistes en 84. Les fausses communes sont encore là. Il y a des familles, des gens qui n'ont... Et les nordistes, c'est des gens très rancuniers. Les nordistes n'oublient pas. Attention. Donc, les seuls encore peut-être qui peuvent essayer une chose. Quand aussi on parle ici de coups d'État, dans les histoires de coups d'État à l'intérieur, il y aura simplement un petit truc de révolution de palais. Un écran va prendre, ça va continuer. Il n'y a que ça. Mais dit que quelqu'un va sortir d'ailleurs, dans un système qui est verrouillé par les écrans, qui adore le pouvoir plus que tout. Tu vas venir là-bas prendre l'eau. Même Kamtola, je vous dis tous les jours, il peut même gagner dans les unes. La vraie bagarre va commencer à partir de ce moment. Je le dis depuis des années. Parce que quand ils voient les gens là, les pros Kamto et tout ça, il y a beaucoup là dans leur tête qui pensent déjà au poste, hein, qui vont aller s'asseoir manger. Je vous dis que pour l'installer à Etoudi, ça va être la mission la plus compliquée. La mission la plus compliquée, installée là-bas. Jusqu'à les gens vont accepter que même les prêtres, les monseigneurs, on les chassait en zone écran. Tu étais Bamileke, on t'envoie là-bas comme archevêque à Yaoundé. On te dit qu'on ne veut pas de Bamileke. Archevêque seulement, hein. Pas président de la République. Donc c'est quand vous allez devenir président de la République qu'on va vous accepter là-bas. Il y a déjà les gens qui sont en train de répertorier toutes les maisons de Bamileke en zone écran là-bas. Toutes les maisons, on est en train de commerces, les gens qui aiment bien les quincailleries et autres là. On est en train de repérer déjà tout. Faites l'erreur d'ici quelques mois, on dit que Biya a perdu le pouvoir. Vous allez lire l'heure dans toutes ces zones écran là. Ils se préparent, ils ne se dérangent pas. Ils sont prêts à tout pour conserver le pouvoir. Donc, on peut encore penser à ces gens, peut-être les nordistes encore. Parce que c'est pour les Bamileke, je vous ai dit, forget about. Ce ne sont pas des gens sérieux. Donc, laissez-les là où ils sont, là-bas, dans leur commerce. Ils aiment bien le truc des quincailleries, ils veulent l'argent tout de suite, le benzikin, des choses comme ça, les ventes, les tomates, les conneries comme ça. Ils aiment bien les choses comme ça. Et puis, ces ventes qu'ils ont, ils ont les immeubles. Laissez-les dans leur monde, là où ils sont. Il ne faut même pas compter. Quand on veut parler des gens, il faut commencer à être sérieux même au Cameroun. Écartez les Bamileke, ne les citez même pas dans ces bêtises. Ne les citez même pas dans ces choses-là. Quand on veut commencer des choses sérieuses, laissez-les là où ils sont. Qu'ils aillent vendre leurs tomates et tout, qu'ils se contentent de quelques trucs là, ils disent qu'ils ont des immeubles. Une seule signature des écrans à Yaoundé, on avait annulé tous vos titres fonciers là. Le véritable pouvoir, c'est le pouvoir de signature, c'est ça. C'est le pouvoir de signature, ce n'est pas les quincailleries. Depuis des années que je parle à ce peuple ici, je suis fatigué. On m'insulte tous les jours. Oh, tu es tribaliste. Oh, tu supportes tes frères du village. Oh, tu es dur contre les Bamileke. Oh, tu es ceci, tu es cela. Kamto, je le dis depuis des années, il n'ira pas là-bas s'asseoir comme ça comme vous pensez. Ce n'est pas une blague. Diriger tout un pays. Vous le faites persona non grata à Baham. Donc il est non persona non grata à Baham. Et vous voulez qu'il aille diriger le Cameroun. Dans votre propre village à Baham. Pour vos postes égoïstes, vous avez choisi même de livrer votre propre fils à la vindicte populaire. Peuple de blagueurs. Quand je regarde ces choses, je dis seulement que... Bon, coup d'état ou je ne sais pas quoi... On va se battre comme on peut. On va voir ce que ça va donner en tout cas. Bref. J'ai été trop long aujourd'hui. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. Merci à vous. Merci à ceux-là qui ont partagé. C'était votre frère Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute.
défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu. Vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. C'était Mumbe Sombungbon, un notable que je suis, descendant de la dignité de ceux qui n'ont jamais trahi. Bonne soirée à tout le monde. Oh, mes amis de TikTok,